toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous démarrons une série de 4 vidéos qui seront assez longues parce que la thématique est complexe. Qui va être donc sur cette série de 4 vidéos sur la thématique dépasser un traumatisme en créant. En fait, nous allons d'abord, dans cette première vidéo aujourd'hui, d'abord traiter de la question traumatique proprement dite. Dans la seconde, plutôt sur l'état de stress post-traumatique. Et ensuite, nous verrons comment l'art, l'expression artistique, le processus de création et donc les thérapies par l'art permettent, selon une méthodologie très précise, calquée sur, on va dire en complémentarité d'une psychothérapie, apporter un soin complémentaire très opérant pour soigner les traumatismes et les états de stress post-traumatiques. Alors, au sommaire de cette première vidéo, petite introduction à la question traumatique, ensuite naissance du concept traumatique, ensuite la psychanalyse freudienne et la compréhension du traumatisme dans la vie psychique, ensuite de l'apport de Sándor Ferenczi, grand théoricien du traumatisme, ensuite Pierre Janet, qui a introduit qui est fondateur de la psychologie en France, Pierre Janet, la méthodologie du soin post-traumatique. Enfin, nous terminerons cette première vidéo par la question des guerres, traumatisme et état de stress post-traumatique. Alors, petite introduction à la question traumatique. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, il est difficile de donner une définition précise d'un traumatisme. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si on s'accorde à dire qu'un traumatisme est causé par un événement extraordinaire au cours duquel l'intégrité physique et psychique d'une personne et ou d'un groupe de personnes est menacée, il apparaît aussi que des événements dits ordinaires, en fait, peuvent aussi être extrêmement traumatisants. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est qu'un traumatisme psychique peut donc être la conséquence de situations très différentes les unes des autres, certaines étant exceptionnelles, voire extraordinaires et extrêmes, d'autres beaucoup plus ordinaires ou courantes, ce qui ne signifie pas pour autant que ces dernières, les situations ordinaires ou courantes, qu'elles sont moins dévastatrices pour les psychismes. Alors parmi les premières situations, il y a celles qui sont dites naturelles, par exemple comme des tremblements de terre, des incendies, des tempêtes, mais aussi celles qui sont de nature humaine. Donc là, ce sont les guerres, les actes de violence, l'attaque à main armée, les prises d'otages. Enfin, on va retrouver aussi tout ce qui est de l'ordre des violences domestiques, dont les violences sexuelles, les abus physiques et sexuels pendant l'enfance, les accidents de la route, les séparations, les divorces, maladies graves, maladies invalidantes aussi, un accouchement également, ou le décès d'un être cher, la perte d'un emploi. Et on peut dire tout ce qui est en fait toute situation qui est de l'ordre dite de perte en fait. En dernière analyse, ce qu'on peut dire pour introduire le sujet, c'est que le traumatisme peut être aussi bien la conséquence d'un événement faisant donc partie du champ de l'expérience inhabituelle comme du champ de l'expérience habituelle. Et que, en ce sens, l'éventail des événements qui peuvent provoquer un traumatisme psychique peut être évidemment extrêmement large. Enfin, ce qu'on peut dire également, c'est que toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon face à un événement traumatogène. Le même événement vécu par plusieurs personnes pourra engendrer des effets traumatiques très différents d'une personne à l'autre. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être est-il, avant toute chose, nécessaire d'apporter un premier éclaircissement sémantique, on va dire, sur les termes traumatisme et trauma. Alors là, si on se réfère au travail des psychanalystes Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis, le trauma, selon eux, est une blessure avec effraction, tandis que le traumatisme représente, lui, les conséquences du trauma sur l'ensemble de l'organisme. Ce qu'on peut dire plus encore, c'est que le trauma, donc événement traumatique, est un événement de la vie d'une personne qui se définit en fait par son intensité et surtout par l'incapacité de la personne à y répondre de manière adéquate, avec comme conséquence un bouleversement dans son organisation psychique ainsi que des effets pathogènes durables. Autrement dit, le trauma est en fait un événement qu'on peut qualifier d'une intensité inouïe, face auquel la personne ne peut pas réagir, ce qui va entraîner un bouleversement de son organisation psychique. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si les causes du traumatisme, ce qu'on appelle l'étiologie, mais aussi les moyens thérapeutiques à mettre en œuvre pour soigner le trouble lié à un vécu traumatique, demeurent l'objet de débats et de recherches, il y a un consensus qui a été trouvé sur les manifestations cliniques du vécu traumatique. Ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, le traumatisme est une rupture dans le cours de la vie, une rupture dans la continuité des échanges et des relations, mais aussi une rupture dans le temps. Il y a donc ce qu'on appelle une perte du sentiment de continuité d'existence lorsqu'il y a un trauma.
traumatisme. Et de par la soudaineté en fait et la violence de l'événement traumatique, la personne est subitement confrontée à la mort ou ressent violemment une menace de mort. Or, ainsi que je l'ai évoqué déjà dans la vidéo consacrée au deuil, or, il est impossible de se représenter le réel de sa propre mort. Et en fait, devant donc cette impossibilité du psychisme d'accueillir cette représentation, il y a alors ce qu'on appelle effraction. Autrement dit, un sentiment d'effroi s'empare de la personne qui, pour se protéger, va entrer dans un processus de sidération qui va en fait la figer. Et en ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que le traumatisme est un événement particulier que le moi, en fait, ne parvient pas à digérer. Un événement, en fait, sans temporalité, qui est donc constamment présent et surtout qui ne trouve pas sa place en fait sous la forme de souvenirs. Il y a alors ce qu'on appelle une reviviscence du vécu traumatique par des flashs, par des angoisses, des cauchemars, etc. Ce qu'on peut également souligner, c'est que si la notion traumatique concerne un état, elle est aussi un processus en fait qui parasite l'organisation et la construction psychique et qui crée un phénomène de dissociation. Ainsi, toute personne qui a vécu un événement traumatique extrême aura tendance à se couper des autres. Et dans l'immense majorité des cas, parler de l'événement traumatique deviendra alors très compliqué et les personnes psychotraumatisées auront donc une forte tendance à vouloir oublier l'expérience vécue. Et elles vont alors mettre en place, le plus souvent inconsciemment, ce qu'on appelle une stratégie d'évitement, qui va donc les couper encore plus de leur environnement immédiat, ce qui va favoriser de fait, en fait le développement d'un sentiment d'abandon. Et les conséquences en fait d'un traumatisme et les troubles associés à un événement traumatique sont donc éminemment complexes. Et on verra que le traitement de l'état de stress post-traumatique peut l'être tout autant. Voilà. Alors venons-en maintenant à, pour reprendre un peu, la naissance du concept traumatique pour voir vraiment comment on est venu à bien comprendre cette question du traumatisme. Alors ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que on peut supposer que la notion de traumatisme, ou plutôt l'expérience du traumatisme en fait, est consubstantielle à l'humain, parce que en fait, depuis que l'humain est sur Terre, on peut imaginer qu'il a toujours été confronté à la mort, évidemment, qu'il est toujours confronté à des phénomènes accidentels et naturels, à la violence aussi, et donc qu'il a été l'objet de traumatismes divers et variés. Et que dans une certaine mesure, on peut même postuler peut-être que tous les êtres humains à différents degrés connaissent en fait des expériences traumatiques plus ou moins fortes, plus ou moins sévères au cours de leur vie. Alors ce qu'il faut voir, c'est que sur un plan historique, dès la Grèce antique, en fait, des constats sont établis en fait sur des troubles dont souffrent notamment certains guerriers ou soldats en fait qui reviennent des champs de bataille. Mais il n'y a aucun lien en fait qui est réellement fait entre les chocs traumatiques causés par on va dire les atrocités des combats et les conséquences psychiques qu'elles peuvent entraîner. Alors, au fil des siècles, il y aura d'autres écrits, d'autres témoignages qui vont aborder cette question du traumatisme. Mais en fait, il faut véritablement attendre la fin du 19e siècle, et surtout le développement donc, de la psychiatrie, pour que les termes traumatisme, traumatisant, termes traumatiques aussi, fassent enfin leur apparition, on va dire, dans le champ médical. Alors ça, on le doit particulièrement en fait à deux psychiatres, l'un allemand, Hermann Oppenheim, et l'autre français, Charcot, Jean-Martin Charcot, qui vont les deux mettre en évidence ces questions-là à quelques années d'intervalle, mais ils vont en fait s'opposer sur la nature même du concept de traumatisme psychologique. En fait, Oppenheim, d'abord, il introduit le concept de trauma, lui, au sein de l'hôpital de la Charité, qui est rattaché à l'université de Berlin, au début des années 1880. Et il va en fait entreprendre, Oppenheim, des études sur la névrose. Et en fait, c'est dans ce cadre qu'il va démarrer en fait une correspondance avec Charcot, qui est alors médecin psychiatre à la Salpêtrière et qui est spécialiste en France de la neurologie. Et alors, Charcot, de son côté, lui, travaille sur l'étude des processus mentaux dans le cadre de l'hystérie. Et c'est à travers ça qu'il va aborder la question traumatique. Revenons à Oppenheim. En fait, Oppenheim, de 1883 à 1888, pendant 5 ans, il va en fait développer une théorie de la névrose traumatique à partir en fait d'une expérience, de l'observation de quelques dizaines de patients qui présentent en fait des symptômes psychiques consécutifs à des accidents d'usine et de chemin de fer. Et en fait, il va en tirer une hypothèse selon laquelle les accidents en question ont pu créer des lésions minuscules dans le cerveau ou dans le système nerveux, et qu'en fait, ce sont ces lésions qui seraient à l'origine
de dépression, de sentiment d'abandon, voire de paralysie temporaire, ce qu'il appelait Railway Brain. Et en 1889, il va publier une monographie sur ce sujet, donc, à la suite de ses recherches, dans laquelle, en fait, il va postuler que le traumatisme psychologique provoquerait des changements organiques qui seraient à l'origine des névroses psychiques. Plus précisément encore, en fait, Oppenheim opère en fait une distinction très claire entre l'hystérie et les névroses post-traumatiques, considérant que les névroses traumatiques, selon lui, ont leurs propres règles. Et là, cette thèse est fortement critiquée par Charcot, qui lui, quelques années plus tôt, dans un essai intitulé Leçons sur les maladies du système nerveux, Charcot en fait a établi que les symptômes hystériques seraient dus en fait, selon lui, à un choc traumatique qui provoquerait en fait une dissociation de la conscience. En d'autres termes, en fait, pour Charcot, la névrose présente une cause traumatique. Donc les deux sont évidemment pas d'accord, sont deux thèses opposées. Alors voyons maintenant la psychanalyse, et particulièrement donc la psychanalyse freudienne, la compréhension du traumatisme dans la vie psychique. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la psychanalyse, là aussi, c'est plutôt intéressé très tôt, donc même dès ses débuts, en fait, Freud, dès ses débuts, s'est intéressé à la notion de traumatisme, et plus particulièrement, en fait, à la compréhension des traumatismes dans la vie psychique. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans toute l'œuvre de Freud, le traumatisme, en fait, est un concept central qu'il va jusqu'à la fin, sans cesse, en fait, remanier. Et en fait, sans rentrer dans le détail des différents stades d'évolution de la théorie psychanalytique du traumatisme à travers Freud, il apparaît en fait que Freud a d'abord concentré ses recherches sur les effets psychiquement traumatiques d'abus sexuels sur des enfants, mais il s'est ensuite focalisé sur la manière dont ces abus avaient été intériorisés, voire même transformés dans le psychisme des enfants en question. Mais plus tard, en fait, Freud va élargir son champ de recherche, et en fait, il va être amené à conférer un caractère traumatique à d'autres événements qu'à ceux qui affectent la sexualité à proprement parler. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, et ça on verra après par la suite, à la fin de cette vidéo, la Première Guerre mondiale qui va permettre déjà une avancée majeure dans la question traumatique, mais juste après la Première Guerre mondiale, Freud va aborder le traumatisme en fait à travers tous les événements qui provoquent de la détresse et qui entraînent une certaine intensité d'excitation chez la personne. Et dans son ouvrage Au-delà du principe de plaisir, publié en 1920, Freud postule qu'il y a traumatisme lorsqu'une personne est confrontée à un excès d'excitation qui déborde ses capacités à endurer et lier en fait la situation qui se présente à lui. Et selon Freud, dans ce cas précis, l'excitation produit une effraction psychique qui entraîne une douleur psychique. Et que face à cette effraction, et c'est surtout ce sentiment d'excitation, l'individu, la personne ne peut pas faire face et ne peut avoir recours à aucune représentation symbolique. Il va donc ainsi s'opérer chez la personne une sidération psychique et l'expérience traumatique est hors de toute temporalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Freud pose le traumatisme comme une effraction, on va dire, de la barrière de défense de l'appareil psychique, il introduit aussi le terme d'effroi, der Schreck en allemand, pour en fait désigner la réaction à un danger auquel la personne n'est pas préparée. Et alors que l'angoisse désigne plutôt un état d'attente d'un potentiel danger, l'effroi, là, est vraiment un état consécutif en fait à un effet de surprise. En d'autres termes, Freud montre que c'est la surprise qui est prégnante dans l'effroi, et que l'effroi est donc une condition déterminante de la névrose traumatique, et on parlera même d'ailleurs de névrose d'effroi. Voilà. Voyons maintenant, toujours dans la psychanalyse, l'apport de Sándor Ferenczi, sachant que Ferenczi est vraiment considéré comme un grand théoricien du traumatisme. Alors Ferenczi, disciple de Freud, alors fortement critiqué par Freud justement, qui lui reproche de revenir à une conception périmée du traumatisme, une conception qui est celle que Freud lui-même a explorée au début de ses recherches, puis abandonnée. Et Ferenczi en fait va développer une approche du traumatisme en fait sous l'angle thérapeutique de l'analyse, qui va d'ailleurs par la suite influencer de très nombreux psychanalystes, particulièrement Mélanie Klein et Donald Woods Winnicott. Je vous renvoie à Winnicott aux deux vidéos qu'on a fait sur lui. En fait, Ferenczi postule que face à un événement traumatique,
Le moi est débordé et ne peut donc en fait assimiler la quantité d'énergie émotionnelle libérée. Et que consécutivement, le psychisme met en place un mécanisme d'autoclivage, à savoir que le moi se scinde d'un côté, avec donc d'un côté une partie qui continue à vivre et surtout de l'autre une partie en fait qui se fige. Et ça, on verra par la suite combien c'est très juste, à savoir que la personne n'a plus de moi global, mais en fait un moi partiel. Et que, toujours selon Ferrangzi, il est alors ainsi impossible en fait de s'adapter au trauma. Et que ce sentiment d'incapacité est donc un facteur d'angoisse, de souffrance indicible et surtout de stress très important. Et que lorsque le trauma est trop intense, il est donc impensable et il devient en fait insupportable. On ne peut pas le penser, donc on ne peut pas le supporter. La personne ne peut donc pas réagir, et en fait elle s'abandonne et se retrouve en situation de survie et ce qu'il appelle de veille sanitaire. Donc 2 mois en fait dissociés vont alors coexister, un moi qui vit comme si de rien n'était, de manière tout à fait normale, et un autre moi qui, pour reprendre les termes de Ferrangzi, ne veut plus rien savoir de la vie. Alors sur le plan thérapeutique, par rapport à cette question du traumatisme, Ferrangzi en fait estime que pour retrouver le moi dans son intégralité, la personne doit absolument revivre l'expérience du trauma dans un cadre contenant et sécurisant. Donc ça, tout ça, c'est en perspective de ce qu'on verra par la suite. C'était vraiment très, son analyse était très pertinente. Donc la personne doit revivre l'expérience du trauma dans un cadre contenant et sécurisant. Et que le rôle du thérapeute, selon Ferrangzi, est alors d'aider le patient en fait, à se confronter à nouveau au trauma en question, afin que le psychisme puisse le digérer et l'assimiler. Et qu'ensuite seulement, il sera possible de régler la souffrance et le patient pourra passer à autre chose. En fait, selon Ferrangzi, le cadre thérapeutique dans son ensemble, donc caractérisé par ce qu'il appelle l'indulgence, la prévenance, la souplesse, le tact aussi de l'analyste, peut et doit en fait faciliter l'expression des émotions chez le patient et surtout accompagner la remémoration de l'événement traumatique. Le patient peut alors dépasser ce qui est parfois vécu comme plus douloureux encore que le trauma lui-même, et ce, d'autant plus que l'événement traumatique vécu est souvent accompagné du silence ou surtout de l'incompréhension de l'entourage, voire d'un manque de considération, voire de l'indifférence. Et ça, on verra ça également par la suite, parce que c'est un point très important dans la clinique traumatique. Et que pour cette raison essentielle, dans le cadre de la relation thérapeutique, Ferrangzi estime que l'un des objectifs majeurs du thérapeute est que le patient ressente que son trauma est reconnu et surtout est pris en compte par le thérapeute. Donc ça veut dire que le thérapeute doit donc écouter avec le plus de bienveillance et surtout que le patient se sente écouté avec bienveillance et puisse pouvoir se confier et se soulager. En définitive, c'est donc dans la relation, on peut dire, transférentielle qui s'opère entre le patient et l'analyste que le revécu du traumatisme peut conduire à sa résolution. Ça, c'est vraiment l'aspect, toute l'approche de Ferrangzi. Voyons maintenant l'approche de Pierre Janet, figure, on va dire, tutélaire de la psychologie en France, et sa méthodologie du soin post-traumatique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Pierre Janet est peut-être l'un des premiers psychologues en fait, à élaborer une méthode thérapeutique pour soigner les traumatismes psychiques. En fait, Janet, qui est aussi à l'origine du concept du subconscient, il est aussi en fait, le premier à comprendre la nécessité de mettre en place un traitement adapté aux différents stades de l'évolution des réactions de stress post-traumatique. Et là encore, dans les années 1880, en fait, Janet va emprunter le concept de dissociation pour démontrer que ce phénomène en fait, constitue un mécanisme de défense psychologique, donc de dissociation du moi, en fait un mécanisme de défense psychologique contre le débordement provoqué par l'expérience traumatique. Et selon Janet, face à un événement traumatique, la personne en fait éprouve une émotion violente dont la puissance en fait provoque une désagrégation mentale, pour reprendre ces mots, qui va en fait entraîner une action de dissociation du psychisme. La personne est donc alors confrontée simultanément à une perte de volonté et d'attention et à une excitation émotionnelle, donc peur, colère. Et que consécutivement, il y a une forme de rétrécissement de la conscience qui s'opère et qui entraîne un dédoublement de la personnalité. L'une, dite normale, est en prise avec le conscient, tandis que l'autre, en fait, en prise avec le subconscient, demeure figée dans l'expérience traumatique.
Donc là, on retrouve l'aspect évoqué par Ferenczi. Sur un autre plan, ce qu'on veut dire, c'est que Janet postule que lorsqu'une personne est confrontée à un événement traumatique, elle ne peut y faire face pour 3 raisons essentielles. D'abord parce qu'elle n'a pas l'éducation antérieure qui lui permettrait de réagir à cet événement. Elle n'a jamais connu ça. Et ensuite, elle est dépourvue de la force vitale nécessaire pour y faire face. Et en dernière analyse, elle n'a pas suffisamment de temps pour s'adapter au dit événement. Alors, toujours dans les années 80, 1880, Janet va développer un traitement et une méthode thérapeutique pour soigner les symptômes post-traumatiques. En fait, à partir d'examens cliniques sur des patients ayant subi un traumatisme sévère, il identifie que le problème majeur des syndromes en question réside dans l'incapacité d'intégrer les souvenirs traumatiques. Et pour y remédier, Janet va mettre en avant l'importance de la relation thérapeutique dans la résolution du trauma. Il va surtout défendre un juste équilibre à trouver entre le patient et le thérapeute. Et selon Janet, même si le thérapeute est le dépositaire d'un savoir, le patient psychotraumatisé doit garder son libre arbitre et son indépendance. Alors, pour la méthodologie de Janet proprement dit, pour le traitement du stress post-traumatique, il y a 3 étapes, je les cite rapidement. Il y a ce qu'il appelle la stabilisation des symptômes. Et on verra que c'est comme ça en partie qu'on va travailler, notamment en thérapie par l'art et en psychothérapie par l'art, pour soigner un état de stress post-traumatique. Donc il y a une stabilisation des symptômes et une mise en place de la relation thérapeutique pour permettre au patient de se soulager et de remettre en fait à jour les réminiscences traumatiques. Ensuite, il y a l'étape de l'identification et de l'exploration des vécus traumatiques. Janet estime que, même dans les cas les plus difficiles, il est nécessaire et indispensable que le patient mette à jour l'ensemble de ses souvenirs liés à l'événement traumatique, et ce, dans les moindres détails. Là, il rejoint aussi Ferenczi là-dessus. Puis, lorsque les souvenirs traumatiques ont émergé, Janet propose 3 types de traitements différents, soit la neutralisation des souvenirs traumatiques, notamment par l'hypnose, soit la méthode par substitution, qui consiste à changer l'interprétation de l'événement traumatique, et en modifier les réactions émotionnelles liées à cet événement. Enfin, ce qu'il appelle la méthode de reformulation, qui consiste à reprendre le récit narratif relatif à l'événement traumatique et à le transformer en termes acceptables pour le patient. Voilà. Parmi la 3e étape, enfin, il y a ce qu'il appelle la réhabilitation et la réintégration de la personnalité pour prévenir des rechutes. Et ça, on verra que là aussi, c'est comme ça, aujourd'hui encore, qu'on travaille comme ça. Enfin, une petite précision sur Pierre Janet. Janet fut un pionnier dans l'utilisation de l'hypnose, mais également, et ça c'est intéressant pour nous par rapport aux thérapies par l'art, de l'écriture automatique pour permettre aux patients psychotraumatisés d'exposer leur vécu traumatique. Et son travail a incontestablement posé en fait les bases d'une méthodologie raisonnée, on va dire, du stress post-traumatique, et que dans ce sens, il a éminemment contribué au développement des traitements de l'état de stress post-traumatique en psychothérapie. Finissons pour aujourd'hui avec la question guerre, traumatisme et état de stress post-traumatique. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les guerres sont des expériences traumatisantes, tant pour les populations civiles que pour les combattants, et en fait ce sont les guerres qui vont permettre d'apporter en fait un éclaircissement majeur sur la question du traumatisme psychique. Dès le 19e siècle, les théories apparaissent sur les traumatismes consécutifs aux situations de guerre. Pendant les guerres napoléoniennes, il y a des médecins qui vont élaborer des hypothèses concernant les soldats qui ont été confrontés aux déflagrations et aux projectiles sans être blessés. Et selon le corps médical de l'époque, c'est ce qu'on appelle le vent du boulet, qui, en projetant par exemple les soldats au sol, les ont ensuite plongés dans un état de stupeur et de fragilité psychologique. On peut citer aussi la guerre de sécession aux États-Unis, donc entre les États-Unis et les États confédérés, considérée comme la première guerre moderne à cause de l'utilisation massive de l'artillerie et de canons, qui va être aussi l'occasion d'études de cas cliniques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est véritablement la Grande Guerre de 14-18 qui en fait va pousser les psychiatres à entreprendre des recherches sur la question du traumatisme psychologique, car la situation des soldats atteints de troubles mentaux soulève des enjeux scientifiques, militaires, politiques, économiques, sociaux et aussi culturels de première importance. Alors ce qu'on peut dire pendant la Grande Guerre, c'est qu'au front et sur les lignes arrières, il y a un grand nombre de soldats qui vont présenter les troubles mentaux, et qu'au départ, en fait, les hypothèses sont nombreuses, mais plusieurs spécialistes pensent que l'apparition des maladies mentales pourrait être liée à une pathologie d'une région spéciale du cortex.
Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de 1915, il y a des psychiatres qui vont se pencher sur les troubles psychiques des soldats traumatisés, qui ont été plus particulièrement exposés à des explosions d'obus, de grenades aussi, et qui émettent l'hypothèse que les troubles mentaux seraient dus en fait à une commotion cérébrale. Et en fait, cette hypothèse va être remise en cause, car il s'avère que des soldats qui n'ont pas, eux, été exposés au souffle d'une explosion ou au vent du boulet, sont aussi sujets à des problèmes psychologiques. Et plus précisément encore, tous les soldats présentant un traumatisme psychique ont été saisis d'une grande frayeur, donc d'effroi, avant l'apparition de leurs troubles mentaux. Et donc il y a deux grandes théories qui vont alors émerger et qui vont s'affronter pendant de nombreuses années, à savoir que pour certains médecins, l'origine de la maladie résiderait dans l'émotion subite et intense ressentie avant la déflagration, tandis que pour d'autres, la commotion serait la cause de la maladie mentale. Et on va dire que si tous les médecins s'accordent à cette époque-là pour reconnaître le traumatisme subi par les soldats, il y a d'un côté deux camps, d'un côté les médecins qui voient le traumatisme comme quelque chose de l'ordre de la commotion et de l'autre de l'ordre de l'émotion. Petite parenthèse, par rapport à la Grande Guerre, enfin la guerre de 14-18 et la question du traumatisme et de l'art, rappelons que Otto Dix, grande figure de l'expressionnisme allemand, qui a représenté notamment les fameuses gueules cassées des combattants revenus des tranchées, Dix avait lui-même combattu, qu'il resta traumatisé pendant de très très nombreuses années, et qu'il entendait, en fait, notamment à travers ses portraits, exprimer les chocs émotionnels des anciens combattants. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis le front, en fait, il a dessiné des carnets entiers. Et en fait, entre 1920 et 1924, donc quelques années après, il créa des centaines de dessins, de gouaches, d'aquarelles, pour, je le cite, se libérer en fait de ce retour à l'animalité. Et qu'il racontait lui-même, Otto Dix, que le dessin et la peinture lui avaient servi d'exutoire et de thérapie par rapport au traumatisme qu'il avait subi en tant que soldat dans les tranchées. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, toujours revenons sur la Première Guerre mondiale, progressivement, en fait, la théorie de la commotion cérébrale va perdre cependant du terrain, et que l'explication physique pour expliquer la névrose de guerre va être abandonnée au profit du choc émotionnel. Et que sur un plan thérapeutique, les médecins de l'armée française vont prôner l'isolement des malades ou la rééducation, et notamment avec la technique de faradisation, c'est-à-dire d'induction électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre et en Allemagne, les troubles psychiques dus à la guerre sont majoritairement considérés comme des cas d'hystérie, et que le plus souvent, les soldats psychotraumatisés sont isolés et traités par l'hypnose. Sachant que après les années 20, donc on en reste là sur cette question-là, juste après la Première Guerre mondiale, mais qu'après les années 20, la question du traitement de la névrose traumatique va très peu évoluer, et ce en fait pendant plus de 50 ans, malgré la Seconde Guerre mondiale. Malgré, on pourrait dire, les bombardements atomiques sur Hiroshima, Nagasaki, malgré les guerres de Corée, les conflits au Moyen-Orient et sur tous les continents, donc que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, la névrose en fait de guerre va demeurer l'objet de très peu de recherches et en fait va pas réellement connaître d'avancées. Il faut réellement attendre la fin des années 70 et en fait le début des années 80, donc c'est vraiment il y a très peu de temps, pour que, sous la pression conjointe de mouvements pacifistes, mais aussi de groupes de vétérans américains qui ont combattu au Vietnam, pour qu'enfin les troubles de stress post-traumatique deviennent un enjeu pour les services médicaux, notamment américains. Et alors que jusqu'à présent, différents noms avaient été donnés par les scientifiques pour qualifier donc cette maladie, il y a un terme qui va faire consensus, c'est le post-traumatic stress disorder, ou état de stress post-traumatique, qui va enfin émerger et qui va devenir une dénomination officielle et qui va à la fois en fait marquer le début d'une véritable reconnaissance internationale de cette maladie et surtout permettre de lancer des recherches significatives pour identifier tous les symptômes et surtout élaborer les traitements donc, pour soigner le traumatisme. Voilà. À lire sur, à la suite de cette première vidéo, quelques livres. Alors, Les névroses traumatiques de Claude Barrois, publié en 1998.
Les traumatismes psychiques de François Lebigot et de Michel Declercq, publié en 2001. Le traumatisme de Sándor Ferenczi, publié en 2006. Psychotraumatologie, évaluation clinique, traitement collectif sous la direction de Louis Géhel et Gérard Lopez, publié en 2006. L'Empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime de Didier Fassin et de Richard Reichmann, publié en 2007. Sur les névroses de guerre de Karl Abraham, Sándor Ferenczi et Sigmund Freud, publié en 2013. Les psychotraumatismes de Cyril Tarquinio et de Sébastien Montel, publié en 2014. Traumatisme psychique, prise en charge psychologique des victimes collectives sous la direction de Louis Croc, publié en 2014. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette première vidéo sur les traumatismes, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Sinon, à très bientôt pour la seconde vidéo qui portera cette fois-ci sur les caractéristiques même du traumatisme, le syndrome, mais aussi du syndrome de stress post-traumatique, et sur les principales thérapies utilisées pour soigner notamment l'état de stress post-traumatique. Voilà. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.